Très bien. Donc aujourd'hui, on va parler de la recherche documentaire. La recherche documentaire. Et on a sous-titré là, comment on fait pour trouver les articles et les informations pertinentes pour son travail, n'est-ce pas? Et pour ceux qui ont déjà un peu avancé, souvent on va se rendre compte que trouver les informations qu'on veut, ça peut prendre du temps. Ça peut parfois tellement prendre du temps qu'à la fin, on n'a pas trouvé l'information dont on a besoin. Et le risque qu'il y a à côté, c'est que on peut même trouver l'information qu'on veut, mais parfois la source n'est pas bonne. L'un des commentaires qu'on fait le plus souvent et pratiquement tout le temps lors des soutenances, ça concerne les références et les sources d'information. On verra dans le prochain cours comment est-ce qu'on fait les références. Mais avant ça, il faudrait que ce qu'on veut référencer soit une source qui est fiable. N'est-ce pas? Et donc, il faut être sûr que ce que je vais chercher, c'est ce qui doit être là. C'est quoi la recherche documentaire? On va voir ces 5 points et chacun des points est important. Premièrement, c'est un processus systématique. On a parlé de ça déjà lorsqu'on parlait de la recherche. Systématique, ça veut dire qu'il y a une série d'étapes prédéfinies qu'il faut respecter. Donc, ce n'est pas vous qui commencez à faire la recherche documentaire qui allez choisir comment vous allez procéder, non. C'est un processus qui est systématique. Donc, on sait déjà quelles sont les étapes par lesquelles on passe lorsqu'on veut faire la recherche documentaire. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est quelque chose qui doit être explicite. On doit savoir comment vous avez procédé pour trouver cette information-là. Souvent, ça, ce n'est pas toujours garanti, non? Parfois, tu as quelqu'un qui te donne une information et puis tu veux savoir où c'est sorti. Il dit qu'il avait vu ça dans un article là. Il ne se retrouve plus forcément. Ou bien il avait lu ça sur une page internet. Non. Le processus que tu utilises doit être explicite et doit être reproductible. Ça, j'ai mis en italique et pas en gras parce que ceci, on n'exige pas pour les revues narratives. On a vu la dernière fois, n'est-ce pas? Revue systématique d'une part, revue narrative d'autre part. C'est pour les revues systématiques qu'on va exiger que la procédure soit reproductible. Et si on dit reproductible, ça veut dire que ça doit être écrit de telle sorte que chacun peut lire et faire la même chose. Qui a déjà rédigé son introduction parmi vous? Ou commencé? Il y a 3 personnes. Est-ce que la méthode que vous avez utilisée pour trouver les articles, je peux refaire la même chose et trouver les mêmes articles? Tu peux m'expliquer comment tu as fait jusqu'à je refais la même chose? Pas sûr. Souvent, c'est très peu. Parce qu'on sait comment ça se passe, n'est-ce pas? Hein? Tu tapes, ça ne donne pas. Tu tapes encore l'autre, ça ne donne pas. Et finalement, tu tombes sur un article qui te semble intéressant. Parfois, tu ne sais même plus exactement qu'est-ce que tu as tapé pour arriver à cet article-là. Tu ne sais même pas comment tu es arrivé. Et ça, c'est un problème parce que ça doit être reproductible normalement. Ou au moins, la procédure que vous suivez, il faudrait que quelqu'un d'autre puisse essayer et trouver la même information. Donc, au bout de ce processus, on doit identifier, évaluer et synthétiser. Donc, je retrouve une information, j'évalue cette information-là. Et puis, je fais la synthèse de l'ensemble des informations que j'ai retrouvées. Le tout n'est pas seulement de taper un mot sur Internet et d'ouvrir des pages. Mais il faut évaluer, est-ce que l'information que je trouve là est de bonne qualité ou pas? Et ça, c'est une étape importante. Ensuite, faire la synthèse. Et ce qu'on cherche, c'est quoi? C'est les produits des travaux des chercheurs ou des praticiens qui sont rendus publics. Donc, on ne fait pas la recherche sur WhatsApp, par exemple, n'est-ce pas?
Il n'y a pas un chercheur qui publie ces informations sur WhatsApp. Voilà, donc c'est ça la recherche documentaire. C'est un processus systématique qui est explicite et normalement qui est reproductible, qui va permettre de trouver des informations, de les évaluer et de faire la synthèse. Les informations dont on parle, ce sont les travaux de recherche, soit des chercheurs et ou des praticiens qui sont rendus publics. C'est bon, non? Très bien. Maintenant, la qualité de l'information. Tout ce qui est écrit ou tout ce qui est dit n'est pas forcément vrai. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est ce que vous faites quand vous faites la recherche là? Je ne suis pas sûr, hein? Vous n'êtes rien comme... Non, vous êtes quelque chose, comment ça vous n'êtes rien? Est-ce que tout ce que tu lis, lorsque tu fais la thèse, tu vérifies si l'information est correcte ou pas? J'ai fait la thèse comme vous, n'est-ce pas? Honnêtement, on ne vérifie presque jamais. Surtout quand tu as cherché longtemps. Dès que tu tombes sur un truc là, non, on s'en fout si c'est vrai ou pas. Je me rappelle quand je faisais la thèse, je cherchais une information, la physiopathologie des accidents vasculaires cérébraux au niveau cellulaire. Donc, parce que quand je tapais physiopathologie, on expliquait juste déficit, atteinte cérébrale selon la zone touchée, déficit neurologique. Et je me balade sur Google, je passe sur les images, je vois un graphique qui décrit la perfusion tissulaire en fonction de la quantité d'oxygène qu'il y a dans la cellule. Donc, il montrait clairement que quand la perfusion est à tel niveau, voilà la quantité d'oxygène qu'on a dans la cellule et au fur et à mesure jusqu'à ce que la cellule se retrouve en absence d'oxygène, qu'il y ait des radicaux libres qui sont produits et que la cellule meurt. Donc, exactement ce que je cherchais, quoi. Est-ce que je me suis même posé la question si c'est vrai ou pas? Moi, j'ai trouvé que ça, là, c'est logique, donc ça veut dire que forcément, c'est vrai. Mais posez-vous toujours la question, est-ce que ce que j'ai devant moi, c'est une information, donc vraie, ou est-ce que c'est une intoxication? Gardez ça à l'esprit, les amis, parce que sur Internet, tout le monde met ce qu'il veut. Internet, c'est comme la poubelle. Bon, malheureusement, on doit fouiller dans la poubelle pour survivre, parlant de la recherche. Je peux aujourd'hui faire un site Internet qui traite des moteurs d'avion. Vous me croyez ou pas? Bon, par exemple, au BME, on a une page Internet. C'est moi qui décide ce qu'on va écrire dessus. Je peux décider, OK, structure d'un moteur d'avion. Un moteur d'avion a 475 pièces. On a les pièces techniques, les pièces architecturales. Je balance tout comme ça. Quand il va taper sur Google, structure d'un moteur d'avion, directement, il a ma page. Imaginez qu'il se mette à citer dans son travail, bon, on a lu quelque part qu'il y a 475 pièces. Alors que le gars est en train de monter, descendre. Il n'a jamais vu le moteur d'avion de ses yeux. Puis encore pour les questions de santé, vous savez que chacun est docteur à son niveau, non? Même sur Internet, hein? Enfin, ce qu'on voit souvent dans la famille, c'est-à-dire qu'une tante qui te dit, comme ma tante récemment, j'ai une fracture. En 1 heure de temps, elle a déjà au moins 5 recours thérapeutiques qu'on lui propose. Non, 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 il ne faut pas qu'on t'opère. C'est seulement le massage qui va fonctionner. L'autre dit que non, si on ne t'opère pas, c'est que tu ne vas plus jamais marcher. L'autre dit que non, il y a seulement un chirurgien à doigt là, c'est le seul qui fait jusqu'à ça marche. Sur Internet, c'est pareil. Quand tu cherches une information, plein de gens ont dit des choses là-dessus qui ne sont pas forcément vraies. Gardez à l'esprit, est-ce que c'est une information ou est-ce que c'est quelque chose de faux? Comment donc on évalue? N'est-ce pas? Ce n'est pas que vous n'êtes rien. On n'a pas besoin d'être un professeur ou un expert pour évaluer. Il y a 3 éléments clés sur lesquels on évalue la qualité d'une information, du moins à votre niveau. Parce que lorsqu'on fait les revues systématiques, les critères d'évaluation sont plus stricts, n'est-ce pas? On va avoir des échelles bien codifiées qui évaluent chaque aspect, mais au moins pour une thèse, pour un mémoire, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc, la première chose, c'est qui est l'auteur de l'information? Est-ce qu'on connaît l'auteur de cette information-là? Si je vous dis qu'on a renvoyé la Coupe du Monde pour janvier,
Est-ce que vous me croyez? Pourquoi vous ne me croyez pas? Parce que je ne travaille pas à la FIFA, n'est-ce pas? L'autre chose, c'est est-ce que l'auteur est qualifié pour donner cette information? Je ne connais rien du football. Si je vous dis qu'on a renvoyé la Coupe du Monde, vous allez me dire qu'il faut nous laisser les histoires là. Maintenant, si Samuel Eto'o dit que la Coupe du Monde a été renvoyée, on va d'abord croire avant de chercher à voir si c'est vrai ou pas. Puisqu'il est président de l'Africa Foot, donc si vous dites ça, c'est qu'il y a de fortes chances que ce soit vrai. Même s'il le dit alors que ce n'est pas vrai, hein. Regardez si, premièrement, est-ce que je connais l'auteur? Deuxièmement, est-ce que l'auteur est qualifié pour donner cette information? Souvent sur Internet, il y a beaucoup de PDF qui se baladent. On connaît ça, non? Parfois, qui n'ont même pas d'auteur. Et ce qui est bizarre, c'est que les PDF là ont toujours exactement ce que tu cherches. Le principe ici, c'est que si je ne connais pas l'auteur d'une information, elle est fausse. Comprenons-nous bien. Quelle que soit la véracité apparente, je ne connais pas l'auteur, l'information est fausse. Deuxièmement, l'auteur n'est pas qualifié. Ce n'est pas une information fiable. Maintenant, comment on va savoir la qualification? Ce n'est pas pour dire qu'à chaque fois, il faudra écrire à l'auteur pour demander son CV, pour checker s'il est correct. Non. Mais il y a quelques signes, on va voir dans la suite, qui te permettent de savoir, OK, cet auteur peut avoir la qualification, cet autre non. L'autre chose, c'est, est-ce que l'information a été revue par d'autres personnes? Et est-ce que l'équipe qui a revu l'information est convenable? Ça veut dire quoi? Quand je donne une information, on peut connaître l'auteur, mais l'un des principes dans la recherche et dans la science même en général, c'est que il vaut mieux que d'autres personnes du domaine lisent et confirment que c'est vrai. Même pour les profs, hein. C'est-à-dire que si le professeur Sobgui écrit un article sur le diabète, normalement, personne ne devait plus discuter, non. Mais il va envoyer à d'autres diabétologues qui vont relire et confirmer que oui, ce qu'il dit là, c'est cohérent et c'est vrai. Malgré le fait que ce soit un expert mondial sur le diabète, il faut toujours que d'autres personnes lisent. Et l'autre question, c'est est-ce que cette équipe qui a revu est convenable? Je prends le cas des thèses, par exemple. Bon, souvent, on connaît l'auteur, non? Quand même, il y a son nom dessus, donc n'importe comment, on sait quand même qui il est. Mais malheureusement, parfois, certaines sections de la thèse n'ont jamais été relues par quelqu'un qui a la compétence. D'ailleurs, il y a souvent certaines sections que même l'étudiant lui-même a lu ça une seule fois quand il écrivait. Il n'a plus jamais relu jusqu'à ce qu'il dépose. Ou alors il a seulement fait relire par ses amis ou les autres pour corriger les fautes de français parce que ceux qui avaient du temps pour regarder. Ça a été revu, mais ceux qui ont revu n'ont pas qualité à confirmer le contenu. N'est-ce pas? Et le troisième critère, c'est la présentation globale. Est-ce que ça allait bien présenté? Est-ce qu'il y a des erreurs à l'intérieur? Une fois, j'ai pris un article où on te dit on a inclus 320 personnes, mais quand tu fais la somme des effectifs, ça te fait 410. Tu te demandes, mais est-ce que celui-ci a même pris la peine lui-même de calculer pour se rassurer que le total là? Ou est-ce que si j'ai ce genre d'erreur dans un document, il est peu probable de me fier à l'information qu'il y a à l'intérieur. Ou si je prends un document dans lequel il y a des fautes d'orthographe un peu de partout, on ne pourra pas se fier à cette information-là. N'est-ce pas? Je crois que ça, c'est accessible pour vous. Est-ce qu'il y a un auteur? On peut répondre facilement. Est-ce que l'auteur a la qualification? Est-ce que c'est passé par un endroit où d'autres personnes ont relu? On verra dans la suite quels sont les documents qui suivent ce processus. Et est-ce que la présentation globalement est convenable? Prenons cet exemple-ci. Oh, ce n'est pas très lisible ici. Mais bon, tant mieux. Je vous aide à lire. Breastfeeding in the 21st century. Epidemiology, mechanism and lifelong effect. Tandis que ce qu'on a de l'autre côté ici, je vais essayer de lire là.
Selon vous, combien de temps passe une maman à allaiter? C'est ce qu'on a écrit ici. Bon, malheureusement, on ne peut pas forcément très bien voir et faire les commentaires comme je l'aurais souhaité. Mais si je prends ces deux informations-ci, n'est-ce pas? Est-ce que l'auteur est connu? Ici, on a les noms des auteurs en bas du titre. Là aussi, on a un nom d'auteur. Si vous regardez de près, vous allez voir un nom d'auteur en bas pour ce qui est à droite. Donc, les auteurs sont connus, n'est-ce pas? Ici, on a mis les noms de l'auteur, on a mis virgule MD, qui veut dire Medical Doctor. Alors que ici, il n'y a rien d'autre après. Ce qui me fait comprendre que, tiens, si on veut parler de l'allaitement, il y a de fortes chances que celui-ci ait raison par rapport à l'autre. N'est-ce pas? Ça, c'est concernant les auteurs. Maintenant, si on regarde, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont revu? Ça, c'est un article tiré du Lancet, qui est un journal scientifique. Et on sait que dans le processus de publication dans un journal, on envoie, il y a des relecteurs qui vont évaluer et qui vont dire si c'est bon à publier ou s'il faut corriger ou pas. Ceci, j'ai pris sur le site auféminin.com. Vous connaissez le site là? Avec sa sœur jumelle Doctissimo. Voilà, journal des femmes, comme tu dis là. Donc, j'ai pris ceci dans auféminin.com, l'autre qui est à droite là. Et il est clair qu'auféminin.com n'a pas un comité scientifique qui évalue la qualité des travaux. N'est-ce pas? Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, si je veux voir, est-ce qu'il y a des pairs qui ont revu et est-ce qu'ils ont la compétence, je ne devrais même pas regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Par rapport à ceci, où je sais que justement, il y a des personnes qui sont qualifiées pour regarder le Lancet et qui ont pu évaluer justement si ce qu'on a dit est correct ou pas. Et si on regarde même dans la présentation globale, lorsque vous téléchargez un article du Lancet en PDF, en général, c'est même d'abord beau à voir. C'est-à-dire que l'alignement du texte, les styles de figure, parce qu'ils sont exigeants là-dessus. Mais quand vous allez sur auféminin.com, bon, parfois les textes ne sont même pas très alignés à gauche, à droite là, et tout ce qui peut aller avec. Et donc vous comprenez qu'il n'y a pas forcément une expertise extraordinaire à avoir. Avec ces éléments simples, vous pouvez déjà vous-même à votre niveau essayer de checker est-ce que la source que j'ai devant moi là, elle est fiable ou pas. Les amis, c'est quelque chose de déterminant. Maintenant, comme je disais souvent, lorsqu'on fait des revues systématiques, on va être plus rigoureux. On va utiliser ce qu'on appelle des checklists. Ok, on va prendre par exemple, je prends une étude transversale qui a été menée. Il y a une checklist qui permet de, on va dire quoi, vérifier si les éléments qu'il y a dans cette étude-là ont été bien faits. Par exemple, on va dire, est-ce que la taille de l'échantillon a été calculée? Oui ou non? Si ça a été calculé, est-ce que c'est la bonne formule? Est-ce que les critères d'inclusion sont précisés? S'ils sont posés, est-ce que c'est bien décrit? C'est tout ça qui va permettre à la fin de dire, on peut se fier aux résultats de cette étude ou on peut ne pas se fier aux résultats. N'est-ce pas? Mais bon, on ne va pas demander ça pour le niveau de TESA que vous êtes. Si vous arrivez à faire déjà au moins les points qu'on a vus là, je pense que vous serez largement au-dessus de la moyenne. OK. Une fois que ceci est dit, pardon, les sources d'information, où est-ce qu'on va donc trouver ces différentes informations-là? OK. Où est-ce qu'on va trouver ces différentes informations dont on est en train de parler? Très bien. Souvent, parlant des sources d'information, il faut dire que ces sources sont nombreuses et variées. Il y a énormément de sources possibles d'informations. Il n'y a pas que Google où on peut trouver des informations. Il faut qu'on garde ça à l'esprit, n'est-ce pas? Parce que c'est le premier réflexe de tout le monde. Je veux une information, j'ouvre Google. Et on connaît la grosse blague. Je n'ai pas tapé le titre de mon étude sur Google. On ne sait pas tout ce que tu cherches, mais bon, je tape aussi. Tu as fait ça aussi, non?
Tu cherchais quoi exactement? On ne sait jamais. Non, il n'y a pas que sur Google qu'on trouve les informations. On va classer les sources d'informations en sources primaires ou secondaires. Ça, c'est juste pour que vous ayez cela à l'esprit. Et que lorsque vous cherchez, que vous puissiez savoir comment circuler. Les sources primaires, c'est l'endroit où on a publié pour la première fois. Donc, quand la personne a rendu l'information publique pour la première fois, c'était dans quelle source? Tandis que les sources secondaires, c'est quand on a pris ailleurs pour publier à cet endroit-là. N'est-ce pas? Par exemple, si je prends l'introduction d'un article ou d'une thèse, tout ce que je vais trouver dedans, la personne aura pris ailleurs. Donc, si c'est une source d'information, ce sera une source secondaire, parce que ce n'est pas là-bas qu'on a rendu public la première fois. Si je prends une revue systématique, donc on a rassemblé plusieurs articles, ça sera une source secondaire, parce qu'il a rassemblé ce que d'autres personnes avaient déjà fait sur un travail, c'est ça qu'il a rendu public, n'est-ce pas? Tandis que quand vous allez soutenir votre thèse et publier un article, c'est ce que je vous souhaite. Je crois que vous allez applaudir. Voilà, quand vous allez publier un article, ce sera une source primaire, parce que vous n'aurez pas rendu public ailleurs avant cet endroit-là. On se comprend, non? Très bien. On aura également des sources physiques et des sources électroniques. Quand vous prenez une thèse d'un senior, ça c'est une source physique que vous avez devant vous. Quand vous prenez plutôt le fichier numérique, c'est une source électronique, n'est-ce pas? On aura aussi des sources qui sont en ligne, donc que vous aurez sur Internet, et des sources qui sont offline, qu'on peut consulter même en dehors d'Internet. Donc, souvent l'erreur ou le piège qu'on a un peu quand on fait la thèse, comme c'est le cas pour vous maintenant, c'est qu'on est souvent trop focalisé sur Internet et parfois même trop focalisé sur Google. Donc, tout ce que je veux avoir, je vais seulement courir directement sur Google, alors qu'il y a d'autres informations qu'on peut consulter, même en dehors d'Internet, et on va les voir. Donc, les principales sources d'informations, pour entrer dans plus de détails, ce sont les articles scientifiques. C'est quoi un article scientifique? Peut-être on parle comme ça depuis, on ne se comprend pas. Allez, les docteurs, un article scientifique, c'est quoi? C'est la publication de l'extrait d'un travail de recherche Publication de l'extrait d'un travail de recherche mené par quelqu'un de compétent. Donc, si ce n'est pas un travail de recherche, ce n'est pas un article scientifique. La plupart, bon, un article scientifique, c'est une recherche. C'est une recherche. Hey. Toute publication ne peut pas l'obtenir de recherche. Pas forcément. La voisine derrière n'est pas d'accord. Ok, voici. Dans le concept de l'article scientifique, je vous explique un peu globalement. C'est un document, n'est-ce pas, qui a des auteurs qu'on peut bien identifier et qui est passé par un comité de lecture pour être publié dans un journal scientifique. Ça peut être issu d'un travail de recherche, mais ça peut ne pas être issu d'un travail de recherche. L'un des articles que l'on a publié, par exemple, lorsqu'on a lancé les activités de Cochrane Cameroun, on a fait un article publié dans Pan African Medical Journal disant qu'on a commencé l'activité de Cochrane Cameroun au Cameroun. Et rappeler un peu les objectifs de Cochrane et tout le reste. Ce n'était pas un travail de recherche. Mais c'est un article, on connaît les auteurs, c'est passé par le comité de lecture du journal et c'est publié dans un journal scientifique. N'est-ce pas? Voilà. Bien sûr, le travail de recherche va suivre le même processus. Il y a des auteurs qu'on connaît qui vont mener un travail, rendre compte à travers un document, envoyer à un journal avec comité de lecture qui vont reviser et puis vont publier. Maintenant, est-ce qu'on peut considérer que le cours d'un enseignant, c'est comme un article scientifique?
En principe, non. Ce n'est pas publié dans un journal scientifique. Et puis le cours d'un enseignant ne passe pas par un comité de lecture. On se comprend, non? Le tchétché, vous connaissez le tchétché, non? Ça circule toujours où c'est déjà mort. Est-ce que les chapitres du tchétché sont des articles scientifiques? Faisons simple. Est-ce que le tchétché, c'est un journal? Non. Est-ce que c'est passé par un comité de lecture? Bon, vous ne savez pas, parce que ça date même de longtemps avant moi-même. Combien de fois vous? Je ne pense pas. Donc, c'est des documents qui traitent des questions de pédiatrie. C'est même ça qu'on utilise à l'hôpital, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas des articles scientifiques. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Les articles, ce sont les sources qu'on utilise le plus souvent, qui en général sont facilement accessibles parce que quasiment tous les journaux sont de nos jours publiés sur Internet et qui ont la particularité ou l'avantage d'être fiables pour la plupart. Ça veut dire souvent on connaît l'auteur, ils sont qualifiés, il y a eu une révision et la présentation est assez bonne pour la plupart des journaux. Donc nos critères qu'on a définis avant sont en général respectés pour les articles scientifiques. Donc ça veut dire quoi? Lorsque vous faites la thèse et que vous trouvez une information dans un article scientifique, à votre niveau, prenez ça comme ça et dites que c'est vrai. On se comprend, non? Pourvu que ce soit un article où je peux dire c'est dans tel journal que ça a été publié et voici les auteurs de cet article-là. Très bien. Maintenant, souvent, il faut utiliser les articles scientifiques lorsqu'on est en train de traiter du contexte dans l'introduction. Quand on fait l'introduction, je vous ai dit, on ne commence pas une introduction en rédigeant le texte. Il faut faire un plan de son introduction, identifier les informations dont on a besoin avant d'aller les chercher. Il y a une deuxième partie qui porte sur le contexte, n'est-ce pas? Souvent, vous aurez les informations sur le contexte dans les articles scientifiques. Souvent, vous aurez les informations sur l'épidémiologie. Si on est dans le plan CAMES, quand on va parler de l'épidémiologie, souvent, ça va venir des articles scientifiques. Prévalence de telle chose à tel endroit, mortalité de telle chose, complications liées à telle chose, ainsi de suite. Souvent, c'est des articles scientifiques qui vont vous renseigner cela. Également, si vous voulez connaître, ça c'est souvent dans la partie rappel des connaissances qu'on a la partie traitement. Est-ce qu'il y a un résultat qu'on a observé pour certains traitements? On parlait des fractures par exemple. C'est quoi le résultat de l'ostéosynthèse par rapport au traitement orthopédique de tel type de fracture? Souvent, dans les articles scientifiques que vous aurez ce genre d'informations. Les informations sur le pronostic. Qu'est-ce que les patients deviennent? Il y a souvent un pronostic dans le rappel des connaissances, non? Voilà. Donc, dans la partie pronostic, souvent, c'est les articles qui vont vous renseigner concrètement qu'est-ce qu'on a eu comme pronostic dans les autres sites. Et enfin, la partie état de la question, comme on l'a vu sur la revue de littérature, c'est essentiellement les travaux antérieurs qui ont été menés, donc essentiellement des articles scientifiques rendus publics. C'est bon, non? OK. Ensuite, on a les livres. Et là, je vais beaucoup insister sur ça. Chacun a un dossier livre dans son ordinateur, non? Souvent, il y a toujours ça. Soit c'est dans chaque spécialité, mais on a les livres de la spécialité en question. Les amis, ça, c'est une source d'information inestimable. Voilà. Donc, je disais, les livres que vous avez dans votre ordinateur sont des sources inestimables. Mais malheureusement, qu'on utilise rarement. Est-ce que tu as utilisé un livre qui est dans ton ordinateur pour faire ton travail? Non, normalement, c'est une question à réponse oui ou non. Plus des articles, c'est un peu une réponse à la question. Ah, très bien. Pour un rappel sur la physiopathologie. Ça veut dire que tu as déjà de l'avance sur les autres. Elle ne dort pas. Il ne faut pas dormir. L'heure n'est pas au sommeil en tout cas. Voilà. Donc, c'est un élément important. Les livres que vous avez dans les ordinateurs et même les livres qu'il y a à la bibliothèque. Le CIRCB a une bibliothèque, non? Qui est très chargée en livres. Vous avez fait un tour là-bas, hein? Enfin,
Quand j'étais étudiant, je passais beaucoup de temps là-bas. Et je vous assure, il y a beaucoup d'informations que vous aurez dans les livres, que vous aurez du mal à trouver même sur Internet. Et bien que ce soit parfois difficile, s'il faut acheter un livre soi-même, ça coûte beaucoup d'argent. L'avantage qu'on a, c'est que si on regarde les critères, est-ce que l'auteur est connu et compétent? Est-ce que c'est passé par une revue? Est-ce que la présentation est bonne? C'est excellent sur ces points-là. Pour qu'un livre soit publié, il y a des tonnes de personnes qui vont relire. L'auteur qui va s'asseoir pour dire que j'écris un livre sur la physiopathe, il faut que lui-même soit d'abord solide en physiopathe, non? Donc, en général, on est sûr que si je trouve ça dans un livre, rappelez-vous, on parle de la fiabilité de l'information, je suis sûr que cette information est correcte. On va souvent utiliser ça donc pour les rappels. Rappels anatomiques, rappels histologiques, rappels physiopathologiques, tout ça. Je vous déconseille d'aller chercher ça sur Internet. Ça vous prendra beaucoup de temps et vous aurez du mal à trouver les bonnes informations. Pourtant, dans les livres, vous avez ces mêmes informations beaucoup plus rapidement. Également pour la présentation clinique dans le rappel des connaissances et même paraclinique et même la prise en charge qui est recommandée, souvent vous allez pouvoir trouver ça dans les livres que vous pourrez avoir à votre portée. Donc ça, c'est une source d'information importante. Également les dictionnaires. Souvent, je suis surpris, quelqu'un veut la définition de quelque chose, il va sur Internet. Alors qu'il a le Larousse médical dans son ordinateur. C'est bizarre, non? Le rôle du dictionnaire, c'est faire quoi? De définir les mots. Maintenant, je veux définir cancer. Je passe sur Internet, définition du cancer. Mais prends un dictionnaire et regarde la définition dans le dictionnaire. Sachant que le dictionnaire a les mêmes éléments que le livre. L'auteur du dictionnaire est qualifié, on a revu, présentation correcte. Donc, je suis sûr que c'est une source qui est fiable. Également, on a les sites Internet. Ce sont les sources les plus utilisées, mais avec le plus grand risque de se tromper. Il n'y a pas meilleur endroit pour se tromper que sur Internet. Parce que l'auteur n'est pas toujours connu. Parfois, il est connu sans être qualifié. Est-ce que ça a été revu? Ce n'est pas toujours assuré. La présentation, ce n'est pas toujours correct. Donc, on n'est pas toujours sûr pour ça. Et l'avantage d'Internet, c'est qu'on peut pratiquement tout trouver en termes de type d'information qu'on veut. Il y a des sites Internet aussi qui sont dédiés exclusivement à l'anatomie. C'est vrai, non? Donc ça, vous ne saviez pas. Si, il y en a. Je ne sais même pas quel, mais surtout des universités américaines, là, il y a des sites Internet où on traite vraiment de l'anatomie dans tous les détails possibles. Il y a des sites Internet qui sont dédiés uniquement à la gynécologie où on traite des questions de gynéco dans tous les détails possibles. Donc, on peut trouver quasiment tout ce qu'on cherche comme site d'information sur Internet. Mais attention, c'est là où on peut aussi le plus se tromper. Les thèses et les mémoires sont aussi des sources d'informations qui présentent des travaux de recherche et qui parfois font aussi le point sur l'état des connaissances. Quand vous allez finir votre thèse, peut-être tu travailles sur le lupus. Si je veux connaître le lupus, il vaut mieux pour moi prendre ta thèse et lire rappel des connaissances, non? Bon, en supposant que tes sources aient été fiables. Parce que si entre-temps tes sources ne sont pas fiables, il vaut mieux pour moi éviter cela. Mais en principe, les connaissances qu'on rappelle, quand c'est bien fait, les thèses vont en contenir beaucoup aussi. Auteur, révision, présentation, ce n'est pas toujours assuré, n'est-ce pas? J'ai expliqué tout à l'heure. Parfois, ça n'a pas été relu, parfois, ça a été relu par des gens qui ne sont pas qualifiés, etc. Et ce que je vous conseille, n'utilisez ça qu'en dernier recours. C'est-à-dire que quand j'ai déjà cherché partout, je n'ai rien trouvé. C'est à ce moment qu'on peut se permettre de prendre une information dans une thèse ou dans un mémoire. Mais si je peux avoir la même information dans une source plus fiable, il vaut mieux aller vers cette source-là. Donc, si je veux avoir, par exemple, la prévalence du diabète au Cameroun, et que j'ai la thèse d'un senior qui travaille exactement sur ça, et puis j'ai un article qui parle aussi de ça, il vaut mieux prendre l'article parce que la source de l'article est plus fiable que la thèse. Je pense que le défi devrait être de ne pas utiliser la thèse lorsqu'on est en train de faire son travail. Parce que souvent, c'est quelqu'un à peu près du même niveau que toi qui a écrit ça, non?
C'est comme si tu prenais la tête de ton camarade, tu devais un peu citer ce que mon camarade a dit. Ce n'est pas très cohérent, n'est-ce pas? Donc, je dis ça que s'il n'y a pas vraiment d'autre choix. Et donc, ça, c'est comme un résumé qui classe un peu les types de documents par niveau de fiabilité. Bon, je précise que ça me regarde. C'est moi qui ai écrit ça et j'assume, n'est-ce pas? Je n'ai pas lu ça quelque part. Mais c'est en travaillant, en lisant, en observant un peu le crédit qu'on peut accorder, qu'on a pu classer comme ceci. Donc, il y a certaines sources qui sont de faible fiabilité. Les encyclopédies libres. Vous savez ce que ça veut dire, encyclopédie libre? Chacun écrit ce qu'il veut dedans. Souvent, sur Wikipédia, il y a un bouton modifier, non? Donc, si tu lis, tu penses que ce n'est pas correct, modifie un peu l'affaire, là, tu écris ce que toi-même tu penses. On ne peut pas se fier à ce genre de sources, n'est-ce pas? Les forums des discussions en ligne. Quelqu'un a publié un truc, l'autre a posé une question en bas, quelqu'un est venu répondre en dessous. Ça n'a vraiment pas sa place ici. Les documents anonymes, je l'ai déjà dit, si on ne connaît pas l'auteur, ne lisez même pas ça. Tu vas perdre le temps pour rien. Et j'ai aussi mis là les cours. Souvent, les cours ont les informations que tu cherches, surtout que parfois, c'est un cours fait sur le plan Cames, n'est-ce pas? Donc, exactement le plan dont tu as besoin. Mais malheureusement, ce n'est pas fiable parce que parfois, tu ne connais pas l'auteur, ça n'a pas été revu et tout le reste. Et on verra la semaine prochaine ou peut-être à la fin de cette semaine dans les références. C'est des choses qui sont compliquées à référencer. Donc, ceci-là. Il ne faut même pas passer par là. Si ce n'est que là-bas qu'il y a l'information, il faut dire que l'information n'existe pas. Maintenant, fiabilité modérée, ça c'est intermédiaire. Les mémoires et les thèses, j'ai déjà expliqué pourquoi. Les rapports de congrès, parce que souvent dans ces rapports, c'est uniquement les abstracts qu'on met. On ne met pas toute la méthodologie, par exemple. Donc, ça fait que c'est difficile vraiment d'extraire une information de ce rapport-là et de pouvoir l'exploiter à fond. En général, si c'est un article déjà publié, il vaut mieux aller voir l'article complet, voilà, ou alors se débrouiller à trouver l'information ailleurs. Les rapports de gouvernement. Mortalité maternelle au Cameroun, on dit que c'est combien là? Mortalité maternelle au Cameroun. Mais docteur, il faut que vous soyez un peu... Bon. Ça va aller. Ok. La rumeur court qu'il y a une étude qui a été faite il y a peut-être 3 ans maintenant, mais le rapport n'est jamais sorti. Parce que certains disent que non, le chiffre c'est trop élevé, on ne peut pas dire que le Cameroun a ça. D'autres disent que non, c'est ce qu'on a trouvé, on fait comment? Et c'est calé là-bas, non? Je dis que c'est la rumeur, n'est-ce pas? Parce que souvent, les rapports de gouvernement peuvent être influencés par le gouvernement en question, parce qu'il y a des intérêts et des enjeux politiques, parfois même de sécurité nationale qui se cachent derrière. C'est pour ça que l'information peut ne pas être complète. Je ne dis pas forcément que c'est faux, mais on peut ne pas mettre certaines informations qui ont un potentiel d'insécurité ou d'instabilité pour le pays selon l'évaluation de ceux qui sont chargés d'évaluer. C'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas trop se fier aux documents officiels de l'État et tout ça là, parce que souvent il y a un conflit entre la politique et ce qui devait être dit normalement. Les documents des firmes pharmaceutiques, c'est pour la même raison, parce qu'ils ont un conflit d'intérêts. Si un labo a produit un médicament, et puis il veut vous expliquer l'effet de son médicament, il est peu probable qu'il vous explique les effets secondaires de ce médicament-là. On voit souvent comment les délégués médicaux font, non? Il va te dire comment les études ont montré que c'est le plus efficace qui existe. Et parfois, le gars même ne comprend pas l'étude en question. Et le pire, c'est que même le médecin, parfois, ne comprend pas l'étude aussi. Bon, ils sont en train de discuter. Ni le délégué, ni le médecin, personne ne peut comprendre la méthodologie. Et c'est pour ça qu'on se bat, pour qu'on ait plus ce genre de choses, n'est-ce pas? Que vous puissiez comprendre au moins les fondamentaux de la recherche. Donc, quand il y a un conflit d'intérêts potentiel, la source là, on n'est pas très sûr. Ce à quoi il faut vraiment se fier, ce sont les livres, ce sont les dictionnaires, ce sont des articles scientifiques, ce sont les sites internet des organisations internationales.
Parce que souvent, ces organisations n'ont pas vraiment de contraintes politiques ou d'autres choses dans ce sens-là. Ça veut dire quand je vais sur le site de l'OMS, par exemple, OMS Afrique, et que je vois une information, on me dit la prématurité est peut-être la première cause de mortalité chez les enfants parce qu'il y a 35% d'enfants qui décèdent à cause de ça. Je peux me fier à ça parce que l'OMS n'a pas d'autres intérêts, en principe, que la santé des populations. Et pour qu'une information soit publiée sur le site de l'OMS, en général, on va mettre le nom de l'auteur en bas de l'information ou alors l'OMS va être l'auteur même. Donc, en tant qu'organisation, l'OMS va assumer l'information qui est donnée. Et puis, c'est un auteur fiable, non? En principe. Et souvent, avant d'être publié, il y a des comités d'experts qui vont relire l'information pour se rassurer que c'est correct. Également, les sites internet des sociétés savantes. Société française d'anesthésie-réanimation. S'ils mettent une information sur leur site internet, c'est qu'il y a forcément des anesthésistes réanimateurs qui ont lu cette information et qui ont confirmé que c'est vrai. L'auteur de l'information doit forcément être un spécialiste, donc un membre de cette société-là. Donc, quand je prends une information dans ces sources-ci, je peux fermer les yeux et écrire. Bon, encore faut-il que je puisse écrire les yeux fermés, n'est-ce pas? Mais je peux me fier à cette information et être sûr que voilà, c'est une source qui est fiable à laquelle je peux m'attacher. Donc, le tout n'est pas d'aller taper le mot sur Internet. Il y a beaucoup de choses qu'il faut considérer derrière en termes de fiabilité d'information, en termes des différentes sources que je peux avoir. Et je vous assure, il n'y a pas beaucoup de sites Internet qui soient des sources fiables. Je veux dire beaucoup de types de sites Internet. Les sites des journaux où on a des articles scientifiques, on sait que c'est OK. Les livres qu'on peut trouver en ligne, il y a Google Books, n'est-ce pas? On sait que c'est OK. Les sites des organisations internationales des sociétés savantes, on sait que c'est OK. En dehors de ça, je ne vois pas d'autres sites. Donc, si le site que je suis en train de lire n'entre pas dans ceci-là, les amis, allez chercher ailleurs. C'est ce que vous avez fait jusqu'à présent, non? En tout cas, c'est ce qu'il faut faire à partir de maintenant. Parce qu'on attache du prix à la qualité d'information. J'ai passé beaucoup de temps dessus. Le reste n'est pas très compliqué. Hein? Mais parce que c'est ça le plus important en fait. Si ma source n'est pas bonne, la recherche documentaire que je fais n'a pas de valeur. Il est arrivé des fois où un étudiant s'est battu comme vous faites là. Quand il finit, son directeur lui dit « Tu dois recommencer à zéro. » Parce que toutes tes sources n'ont pas de sens. Il dit « Mais professeur, je ne savais pas. » Bon, tu n'avais qu'à savoir. On se comprend, non? Donc, faites gaffe à la source d'information que vous utilisez. Maintenant, comment est-ce qu'on accède donc à ces sources d'information-là? Bon, là, c'est un peu une répétition de ce qu'on a déjà vu. Pour les données de sciences fondamentales, vous pouvez les avoir dans les livres. Ça peut être à la bibliothèque ou dans votre ordinateur. Il y a déjà beaucoup d'informations dans ce sens-là. Si on veut parler des définitions, vous aurez dans les dictionnaires ou encore aussi dans les sites des sociétés savantes. Par exemple, je crois que American Diabetes Association, ils ont la définition du diabète sur leur site. Et on sait que c'est une société savante et donc on peut croire en cette définition qu'ils ont mis sur le site. Également, si on veut les études antérieures, les articles scientifiques qui sont presque tous en ligne vont nous aider. Et il a noté que toutes ces sources peuvent être accessibles via Internet. Que ce soit les livres, les dictionnaires et tout, on peut les avoir sur Internet, mais ne restez pas cloîtrés sur Internet, n'est-ce pas? Levez un peu la tête, regardez autour de vous, allez à la bibliothèque, regardez dans l'ordinateur. Il y a beaucoup d'autres informations que vous pouvez capter de là qui vont vous faire gagner du temps et être sûr qu'on est dans des sources fiables. Maintenant, en pratique, comment est-ce que ça se fait? Là, on a fait beaucoup de théories. Maintenant, je veux rédiger mon introduction ou je veux rédiger ma revue de littérature. J'ai déjà fait le plan. Je sais déjà, par exemple, que bon, il me faut décrire la physiopathologie du lupus. Je sais qu'il me faut présenter quels sont les examens complémentaires qu'on fait dans le lupus et quelles sont les lésions qu'on s'attend à avoir sur ces examens complémentaires-là. Première étape, je dois définir clairement
l'information que je cherche. C'est-à-dire, quelle est l'information que je veux avoir? Qu'est-ce que je cherche? Et il faut être précis là-dessus. Ok, si je dis par exemple, je veux les généralités sur le lupus, est-ce que ça c'est précis? Non. Parce que dans la généralité, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que je veux dans le chapitre généralité? Peut-être je veux précisément la physiopathologie du lupus. Là, c'est déjà précis. On sait exactement ce qu'on veut me donner. Si je dis je veux les données épidémiologiques sur le cancer du col, ça, ce n'est pas précis. Mais si je dis, OK, je veux connaître la mortalité liée au cancer du col de l'utérus en Afrique, là, je suis précis sur l'information que je veux. Souvent, on saute cette étape-ci là. On a juste une idée un peu floue de ce qu'on veut, on court directement chercher. Il faut commencer par définir avec précision l'information que je cherche. Et ça va découler du plan que j'aurais fait avant. Que ce soit le plan de mon introduction ou le plan de la revue de littérature, c'est à partir de ce plan que je sais les informations précises que je veux. Ensuite, il faut identifier les mots-clés. Les amis, on ne tape pas une phrase sur Google pour chercher la réponse. Parfois, certains tapent même la question. Quels sont les facteurs de risque du cancer du col dans la population camerounaise? Il met le point d'interrogation à la fin, il fait entrer. Non, on ne cherche pas comme ça. Ce n'est pas possible. Il faut identifier les mots-clés. Je vais vous expliquer un peu brièvement pourquoi. Peut-être qu'on aura le temps d'en discuter un peu après. Voici comment Internet fonctionne. C'est avec ce qu'on appelle le processus d'indexation. Ça veut dire quoi? Un moteur de recherche comme Google, par exemple, passe son temps à visiter toutes les pages que les gens mettent en ligne. Donc, le cours, par exemple, que j'ai mis en ligne cette semaine-ci, Google a fouillé ça jusqu'à indexer aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'il indexe à l'intérieur? C'est les mots, M-O-T-S, qu'il y a dans la page et la fréquence de ces mots-là. Donc, il vient sur une page, par exemple, qu'on vient de mettre en ligne. Il se rend compte qu'on a mis, par exemple, le mot cancer 50 fois. Pour lui, le mot cancer devient un mot fortement attaché à cette page-là. Il passe de on a mis le mot cancer 10 fois. Ça devient attaché à cette page. Et quand je lance ma recherche, donc, il prend tous les mots que j'ai, grâce à un algorithme informatique, il voit quelles sont les pages qui ont une plus forte indexation par rapport aux mots que j'ai donnés. Et ce sont ces pages-là qu'il me présente. Donc, quand j'écris quels sont les facteurs de risque du cancer, s'il y a un gars qui fait lettres modernes, qui a étudié l'origine du mot quel, Q-U-E-L-S, et ce mot-là revient tellement fréquemment dans sa page, Google va aussi me présenter ça, non? Moi, je voulais les facteurs, mais comme j'ai mis le mot quel, et que le gars a parlé beaucoup du mot quel dans sa page, il me montre aussi, voilà, les pages qui ont les mots que tu as demandés. Google ne comprend pas le sens des phrases, il travaille avec les mots. Et c'est comme ça que tous les moteurs de recherche fonctionnent. C'est pour ça que lorsque j'ai l'information que je veux, je dois identifier les mots-clés. Parce que ce sont ces mots-clés que je vais donner à Google. Il va me renvoyer dans les pages qui ont ces mots avec une certaine fréquence et j'ai de fortes chances de retrouver l'information dont j'ai besoin. C'est bon? Pour trouver ces mots-clés, il y a quelques sigles, on en a parlé un peu déjà, PICO, population, intervention, comparaison et outcome. Ça, vous pourrez le revoir dans les autres vidéos dont on a parlé sur le sigle PICO. Il y a un autre sigle qui est COPOP, C-O-C-O-P-O-P. Contexte, c'est en anglais context, condition et population. Donc, le contexte où je fais, le contexte dans lequel j'ai besoin de l'information. Condition, c'est l'affection qui est concernée ou la maladie qui est concernée. Et pop, c'est la population qui est concernée. OK. Donc, si je veux, par exemple, la fréquence du cancer de la prostate, non.
des métastases rachidiennes du cancer de la prostate dans la population camerounaise. N'est-ce pas? Hein? Contexte, c'est quoi? Oh, cancer comment? C'est le Cameroun, non? Condition. Métastase rachidienne, cancer, prostate. Ou bien, condition, métastase rachidienne, population, cancer, prostate. Donc, mes mots-clés seront prévalence, Cameroun, métastase rachidienne, cancer, prostate. Et puis, je fais entrer. On se comprend, non? Ok. Population, dans l'exemple que j'ai pris, je veux connaître les métastases rachidiennes dans la population des patients qui ont un cancer de la prostate. C'est pour ça que contexte, c'est Cameroun, condition, c'est métastase rachidienne et population, c'est cancer prostate. Et j'aurai plus de chances d'avoir l'information que je veux plutôt que de taper ma phrase « Quelles sont ou quelle est la prévalence des métastases rachidiennes du cancer de la prostate ?» Donc, il faut toujours réfléchir à quels sont les mots-clés, quels sont les mots principaux qui renvoient à l'information que je cherche. Laquelle information doit avoir été identifiée à l'étape précédente. Ok. Lorsqu'on a trouvé les mots-clés, il faut rechercher les synonymes de ces mots-clés et les mots de la même famille. Les amis, Google ne connaît pas les synonymes. Hein? Donc, si tu lui dis cancer de la prostate, il y a un article où on a écrit tumeur maligne de la prostate. Pour lui, c'est différent. Alors, quelqu'un qui réfléchit un peu, c'est quand même que cancer veut dire tumeur maligne, non? Mais Google ne réfléchit pas un peu. Donc, lorsque je lui donne les mots, il faut que je sache quels sont les synonymes de ces mots-là. Et que je fasse la recherche aussi avec les synonymes des mots en question. Parce que lui fonctionne avec le processus d'indexation. Les pages où on a mis les mots, c'est ça qu'il renvoie. Donc, si je n'ai pas renseigné tumeur maligne, il ne me donnera pas les pages où il y a les tumeurs malignes. Pourtant, ça veut encore dire cancer. Pareil pour les mots de la même famille. Si quelqu'un a plutôt mis lésion, on va dire quoi? Cancériforme ou cancérigène, je ne sais pas trop. Donc, un mot de la même famille que le cancer, et que ce n'est pas exactement le mot cancer, il ne va pas me renvoyer ce mot-là. Et ça va souvent beaucoup plus se voir lorsqu'on fait une stratégie de recherche pour une revue systématique. On va vraiment regarder tous les synonymes, hein, tous les synonymes qu'il y a, parce que c'est ça qui va nous permettre de trouver l'information qu'on cherche. L'étape d'après, les amis, c'est de traduire ces mots en anglais et leurs synonymes. Bon, souvent quand les gens ont commencé, il a constaté rapidement que la plupart des informations qui sont publiées sont en anglais. Et vous voyez que si vous tapez la recherche en français et que le document est écrit en anglais et c'est le même mot, Google ne va pas reconnaître. Parce que lui, il y a Google Translator, mais c'est pour traduire là-bas. Quand tu donnes un mot, il va chercher la page qui a ce mot tel que tu as donné. Donc, l'étape d'après, c'est de traduire en anglais les mots-clés que j'ai eus et les synonymes de ces mots-clés que j'ai eus. Et ce n'est qu'à ce moment maintenant qu'on va enfin aller sur le moteur de recherche. Donc là encore, chercher une information ne commence pas par ouvrir une page internet, n'est-ce pas? Ça commence à chauffer un peu là. Okay, mais depuis là, on faisait même quoi? Ça ne commence pas par aller sur internet. Tout comme rédiger une introduction ne commence pas par ouvrir une page blanche. Rechercher une information ne commence pas par ouvrir une page internet. 1. Quelle est l'information que je veux? 2. Quels sont les mots-clés de cette information? 3. Quels sont les synonymes de ces mots-clés? 4. Quelle est la traduction en anglais de ces synonymes et de ces mots-clés? Et à ce moment, ça va me permettre maintenant d'avoir plusieurs combinaisons de recherche possibles. OK. Restons sur, par exemple, physiopathologie du paludisme chez les enfants.
Là, je suis précis, n'est-ce pas? Je veux savoir quelle est la physiopathologie du paludisme, particulièrement dans la population pédiatrique. Ça, c'est l'information que je veux. Les mots-clés dans mon information, c'est quoi? Pédiatrie. Bon, supposons pédiatrie, physiopathologie et paludisme. Donc, après, si je peux taper ces trois mots-là, physiopathologie, paludisme, pédiatrique, point. Maintenant, c'est quoi les synonymes des mots-clés que j'ai? Commençons par physiopathologie. Son synonyme, c'est quoi? Mécanisme. Ouais, peut-être que c'est un synonyme aussi. Donc, ça fait que j'ai physiopathologie, mécanisme, éthiopathogénie. Si je prends paludisme, synonyme, c'est quoi? Non, pas maladie tropicale, non. Certains parlent de malaria, n'est-ce pas? Ou infection à plasmodium. Ok. Si je prends pédiatrique, synonyme, c'est quoi? C'est enfant. Et les mots de la même famille, c'est nouveau-né, c'est nourrisson. Ok, donc vous voyez que j'ai 3 synonymes de physiopathologie, 2 synonymes de paludisme, 3 synonymes de pédiatrique. Maintenant, je convertis tout ça en anglais. Pathophysiologie, éthiopathogénie, mécanisme. J'ai malaria, j'ai plasmodium infection. J'ai child, j'ai children, j'ai newborn. Nourrisson, c'est quoi là? Infants. Ce que je vais donc taper sur le moteur de recherche, c'est par exemple pathophysiologie, malaria, children. Je vois ce que ça me donne. Ensuite, je tape éthiopathogénie, malaria, children. Parce que si un gars a fait son article avec éthiopathologie, malaria in children, physiopathologie risque de ne pas me ramener cette information-là. Parce que pour Google, physiopathologie, ce n'est pas éthiopathogénie. Pourtant, ça a probablement l'information que je suis en train de chercher. Ensuite, je vais taper pathophysiologie, plasmodium infection, newborns. Et vous voyez que rien que pour l'information physiopathe du paludisme chez l'enfant, j'ai au moins 10 combinaisons de recherche possibles. N'est-ce pas? De telle sorte que si je fais tout ça, à la fin, je ne trouve pas, je peux dire qu'il n'y a pas cette information. Vous vous rappelez, la dernière fois, je disais, est-ce que tu peux avouer qu'il n'y a pas telle information-là? Normalement, si je suis cette procédure et que je n'ai pas trouvé l'information, je peux dire au prof, je suis sûr qu'il n'y a pas. Parce que je sais que même s'il cherche, il ne va pas trouver. Du moins, s'il cherche sur Internet, il ne va pas trouver parce que la méthode que j'ai utilisée, on l'a vu au début, est systématique, est explicite, est reproductible. Et devrait me permettre d'avoir l'information si celle-ci existait. Et en principe, il est question donc de faire ça pour chaque information dont j'ai besoin. Les gens qui n'ont pas encore le sujet là, la revue de littérature vous attend avec les goudins. C'est pour ça que ça prend du temps pour écrire un protocole, non? Même moi qui fais la recherche depuis 7 ou 8 ans maintenant, je ne peux pas écrire un protocole en moins d'une semaine. Je ne peux pas. Alors que je connais tout ça jusqu'à j'enseigne même déjà. Hein. Imaginez celui qui ne connaît pas et qui ne va même pas apprendre ça. Rien que pour trouver une information, il va fouiller. Et même qu'elle aura fini de fouiller, il va tout prendre ça sur Wikipédia. Non. Après, on va dire qu'il faut supprimer ça. On va dire que bon, la recherche est trop compliquée, mais on finit, on sort seulement. Donc voilà comment ça se passe en pratique, les étapes par lesquelles il faut passer pour faire la recherche de cette information-là. Maintenant, on va parler de quelques moteurs de recherche. Il y en a des centaines, hein, mais je prends juste ceux qui sont les plus utilisés. Google, PubMed et Google Scholar. Vous connaissez les noms là, non? Oui, souvent on a quand même entendu ça, au moins chez les seniors. Google, le très célèbre, le très célébrissime. C'est un moteur généraliste. Ça veut dire qu'il ne traite pas uniquement des questions scientifiques,
mais de tout ce qu'il peut avoir comme question, littérature, histoire, géographie, médecine et tout ça là. Et Google, c'est un bon élément pour le départ. C'est-à-dire souvent quand je veux faire la recherche documentaire et que c'est vraiment quelque chose de vaste où je n'ai pas encore des sites précis où je vais trouver, c'est souvent mieux de commencer par Google. Parce que là, quand même, ça nous donne un bon point pour commencer. Et il y a beaucoup d'informations, parmi lesquelles la majeure partie, ce sont des informations soit non pertinentes, soit inexactes. La majorité, hein, on l'a vu tout à l'heure, je vous ai dit quels sont les sites où on s'attend à avoir quelque chose de fiable. Ils ne sont pas nombreux, mais le reste est là. Il faut faire attention. Et c'est très facile à utiliser aussi. PubMed, c'est un moteur de recherche qui traite uniquement des articles scientifiques, uniquement, et qui sont surtout en anglais. Quasiment tous les articles sont en anglais. Il y en a quelques-uns en français, mais quasiment tous sont en anglais. D'où l'importance de traduire ces mots-clés en anglais avant de faire la recherche documentaire. J'espère que l'anglais, ça va, non? Ça va. Souvent, même si ça ne va pas, il faut que ça aille. On n'a pas le choix. Et quand on commence au début à utiliser Google Translate, qui n'est pas déjà très performant, parfois il te donne un texte qui est même plus difficile à comprendre que l'anglais. Parce que mieux tu peux te débrouiller pour comprendre le texte en anglais. Parce que la traduction n'est pas scientifique. N'est-ce pas? Donc, ce que je vous conseille, c'est pas de traduire systématiquement, comme je vois certains étudiants faire souvent, ils prennent, ils pas traduire. Faites l'effort de comprendre. S'il y a un mot que tu ne comprends pas, cherche la traduction du mot, parce que le texte a un sens. Et avec le background de moins 6 ans que vous avez dans le domaine de la médecine, vous pouvez comprendre le sens plus facilement. Et s'il y a un mot que je ne comprends pas, 1 ou 2 ou 3, en les traduisant, ça me permet de mieux comprendre et d'apprendre au fur et à mesure. N'est-ce pas? J'arrive à écrire des articles en anglais. Pourtant, mon anglais à la thèse n'était pas meilleur que pour vous, hein? Mais c'est à force de lire, d'essayer que finalement, on y arrive. Voilà. PubMed, j'ai mis là, c'est fiabilité assurée. Si je trouve une information en cherchant sur PubMed, je sais que ça vient d'un article scientifique. Donc, sous-entendu, l'auteur est connu et qualifié, des pairs ont revu, la présentation est correcte. Et le seul souci avec PubMed, c'est que l'ordre de pertinence des résultats n'est pas toujours garanti. Ça veut dire, si je tape pathophysiologie, malaria, children, peut-être j'aurai 650 résultats au total. Et PubMed ne les classe pas forcément par ordre de pertinence. Ça veut dire qu'il peut même me donner un article dans lequel c'est seulement dans les références qu'il y a un texte avec ces mots-là. Donc un article qui traite par exemple, je ne sais pas trop de quoi, des indications de césarienne. Et que le gars a pris une information dans un article qui parlait de la physiopathologie chez les enfants. Il a mis ça dans ses références, puis maintenant me renvoyer ça parfois en première position. Puis je dis que, mais qu'est-ce que césarienne vient faire alors que je lui ai dit que je voulais physiopathologie du paludisme chez les enfants? Donc c'est ça le petit souci qu'il y a avec PubMed, mais au moins on est sûr que l'information qu'il donne est correcte. Google Scholar, c'est des informations scientifiques aussi, comme PubMed, mais avec l'inconvénient que ça intègre aussi la littérature grise. La littérature grise, c'est des informations qui soit n'ont pas été officiellement publiées, ou alors qui n'ont pas suivi le même processus que les articles scientifiques ou les livres. Donc, je peux avoir une information sur Google Scholar, mais qui est une source pas entièrement fiable. Et les sources en français, il existe aussi, sauf que Google Scholar n'est pas aussi exhaustif que PubMed, par exemple. Il y a beaucoup d'informations qui sont publiées dans le domaine scientifique des articles, mais que Google Scholar ne va pas retrouver. Donc, on n'est pas vraiment sûr d'être exhaustif en travaillant là-dedans. Maintenant, question, c'est quoi le meilleur moteur de recherche? Google. Alors que c'est la poubelle? En précisant. Voilà. L'astuce, donc,
que vous ne lirez pas ça quelque part aussi, comme je dis, c'est en travaillant que nous nous sommes rendus compte que, tiens, on peut prendre un petit raccourci. Google a l'avantage d'être performant en termes d'indexation et de classement par ordre de pertinence. Enfin, il n'y a pas meilleur que Google en tout cas. Donc, quand il va chercher les informations, il est très bon pour les classer par ordre de pertinence, déjà à condition que les mots-clés soient les bons. Mais sauf que pertinence ne veut pas dire fiable. Pertinence pour Google veut dire, d'après mon indexation, c'est le premier ici. Même si c'est une source dont l'auteur n'est pas connu. N'est-ce pas? PubMed a l'avantage d'être vraiment fiable, mais pas très bon pour indexer et pour classer par ordre de pertinence. Donc, si je tape mes mots-clés dans Google et j'ajoute le mot PubMed à côté, je vais contraindre Google à aller chercher dans la base de données de PubMed pour me renseigner le résultat. Donc, vous voyez que je combine à la fois la performance de Google et la source fiable dans laquelle je vais chercher mon information. Les amis, ça vous fait gagner du temps, vous n'avez pas idée. Si je tape pathophysiologie, children, malaria, PubMed, le résultat est 100 fois mieux que sans PubMed. Parce que sans PubMed, il va me ramener tout ce qui existe dessus. Ça se trouve un étudiant en médecine à Dakar, revisait ses cours. Il a aussi créé un site internet pour blaguer. Il a aussi tapé son cours de physiopathe dessus. Google va te renvoyer ça également. Parce qu'il y a ces mots-là à l'intérieur. Mais quand j'ajoute le mot PubMed à côté, je le contrains à chercher dans les articles scientifiques et ça augmente la fiabilité que j'ai dans les pages qui vont se présenter devant moi. Et là, rapidement, en quelques minutes, je vais droit au but, à ce que je suis en train de chercher. C'est bon? Voilà. Google Scholar, personnellement, je l'utilise trop rarement, ou presque jamais. C'est surtout quand j'ai une revue systématique à faire, parce que là, il faut vraiment être systématique, fouiller partout, que je vais intégrer ça. Mais souvent, si je veux une information, premier réflexe, j'ai les mots-clés. J'ai le synonyme, la traduction en anglais. Je vais sur Google, je mets ces mots-clés avec PubMed. En général, je vais tomber sur l'information que je veux, directement. Tandis que l'autre va taper sa question en français dans Google, n'est-ce pas? Hein? Quelle est la physiopathologie du paludisme chez les enfants? Et puis Doctissimo sort. Le paludisme, c'est là. Oh, et puis on va te raconter un tas de choses. Il va lire 2 heures de temps, il est fatigué même. C'est que ouais, la thèse est dure. Tu avances, j'avance même au maman. Depuis que je cherche, elle se revoit. Passeport santé. Voilà notre gars très célèbre. Pourtant, la façon de chercher n'est pas la bonne façon. Voilà, donc ça c'est une astuce qui va nous aider. Quelques conseils pratiques pour finir au moins avec la partie théorique. Lorsque vous cherchez une information, utilisez plusieurs sources différentes et faites la combinaison de ces informations-là pour être le plus complet possible. Ne vous limitez jamais, surtout pendant que vous faites la thèse, à une seule source d'information. Ça veut dire quoi? Je veux décrire la physiopathologie du paludisme chez les enfants. 1. Je commence par le livre de physiopathe, où j'aurai certains éléments qui sont présentés. 2. Je vais dans les livres de pédiatrie. J'aurai d'autres informations qui sont présentées là-dedans. 3. Je vais chercher sur Internet selon la méthode qu'on vient de voir. J'aurai d'autres articles qui sont présentés ainsi de suite. Et je prends toutes ces informations-là, je lis et je fais la synthèse où je les agence pour avoir un texte complet sur la physiopathologie. Donc, ce n'est pas que dès que j'ai trouvé dans un livre, je copie le livre là, je colle et je dis que je passe à l'étape suivante. Non, ça, ce n'est pas la recherche documentaire. Je sens que c'est ce que tu as fait, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas la recherche documentaire. Et c'est comme ça que vous allez voir un document, 10 pages ont la même référence. Non, moi, je dis que le gars ne doit pas soutenir. C'est pas reçu ça. Bon, ou peut-être il ne connaissait pas seulement aussi. Oui. Parfois, c'est même carrément le grand 2. Donc, il met grand 2, il met la référence une fois. Tout le grand 2 vient d'une... Non, c'est pas possible, non. Sauf si c'est le gars-là qui a inventé l'information dont tu es en train de parler.
C'est justement souvent parce que parfois on n'a pas pris le temps de faire la recherche documentaire comme ça se doit. Est-ce qu'on se comprend là? Et donc ça veut dire que comment est-ce qu'on travaille concrètement en pratique? Revue littérature, par exemple, j'ai mon plan. Titre, sous-titre, sous-titre. Vous pouvez encore regarder le cours qu'on a fait sur la revue littérature s'il y a des points que vous avez loupés. Et je prends maintenant chaque point de mes titres là. Ça doit constituer un travail de recherche documentaire en soi. Quelle est l'information que je veux? Quels sont les mots-clés, les signes de traduction en anglais? Je commence, je cherche si j'ai des sources offline, je cherche dedans. Si j'ai des sources online, je vais chercher. Et même sur les sources online, je peux chercher avec PubMed à côté. Je peux chercher sans PubMed. Et à la fin, j'ai 5, 6, 7 endroits qui me parlent de la même chose. Je mets maintenant côte à côte, je lis, je prends des informations de part et d'autre. Et c'est ça donc que je vais rassembler avec mes propres phrases de transition pour avoir un paragraphe qui est cohérent. Et là, je peux mettre des références justement qui sont fiables et qui montrent que j'ai fait une recherche documentaire. Ensuite, je passe au point suivant. Je refais le même exercice et au fur et à mesure, je vais développer la section revue de littérature. Est-ce que c'est bon là? On est en phase. Voilà, c'est correct. Donc, il faut utiliser des sources différentes. Je vous prends un exemple. J'ai parlé tout à l'heure de la physiopathologie des accidents vasculaires cérébraux. Au départ, quand je cherchais les documents, comme j'ai parlé surtout de la physiopathologie sur le plan, je ne sais pas si je vais dire anatomique ou physiologique. Donc, il disait simplement que accident vasculaire cérébral, défaut de perfusion, soit parce qu'il y a ischémie, soit parce qu'il y a hémorragie. Et donc, il y a mort du tissu cérébral et la zone concernée va être déficitaire. Si c'est une zone sensitive, j'ai un déficit sensitif. Si c'est sensoriel, j'ai un déficit sensoriel, ainsi de suite. Maintenant, quand je cherchais, j'ai trouvé d'autres documents qui disaient plutôt accident vasculaire cérébral, il y a défaut de perfusion. Et au niveau de la cellule, il y a tel mécanisme qui se met en place, manque d'oxygène, ainsi de suite. Et en mettant les deux ensemble, donc, ça m'a permis d'avoir une physiopathologie plus complète. Où je pouvais dire quand il y a défaut de perfusion, j'enchaîne les mécanismes au niveau cellulaire. Ensuite, on a la mort cellulaire. Maintenant, cette mort cellulaire entraîne un déficit neurologique. J'enchaîne les mécanismes sur le plan physiologique. Et vous voyez que là, je peux mieux expliquer. Mais il n'y avait pas un document qui donnait toute la chaîne sur toutes ces étapes-là. N'est-ce pas? Donc, il faut savoir chercher ce qu'on veut. OK. Deuxième conseil que je vous donne. Lorsque vous cherchez sur Internet, regardez l'aperçu avant d'ouvrir. Quand on tape souvent sur Google, il y a le titre de la page, il y a une petite description en bas là. Lisez cette description-là avant d'ouvrir. Surtout lorsqu'on fait la recherche sur le moteur de recherche, ceci va vous éviter d'ouvrir les pages non pertinentes ou des sources peu fiables. Ça veut dire quand je tape et si je lis, je me rends compte que ça a l'air d'une information destinée au grand public. Ça ne sert à rien d'ouvrir cette page-là. Ou si je lis, je me rends compte que c'est l'un des sites dont on est en train de parler depuis, passeport santé, au féminin, comme ça. Ça ne sert à rien d'ouvrir. Parce que même si j'ouvre, je ne vais pas utiliser puisque ce n'est pas une source fiable. On se comprend, non? Et donc, il faut prendre le temps de lire un peu pour avoir quand même une idée. Ça va vous éviter d'ouvrir certaines pages qui ne sont pas pertinentes. Et lorsque vous ouvrez même une page ou un article, il faut aller directement à l'essentiel. Lorsqu'on est devant une source, il ne faut pas lire du début à la fin. C'est-à-dire que ce n'est pas que je prends une page ou un article, je commence à lire l'introduction. Je lis. Après, j'ai la méthodologie, je lis. Après, j'ai la discussion. Après, je dis que bon, il n'y a même pas ce que je cherchais ici. Et puis, je passe à l'autre article. Ainsi de suite, donc tu vas te fatiguer. Lorsque j'ouvre une source, il faut aller directement à la section qui a potentiellement l'information que je cherche. Et si je ne trouve pas cette information là-bas, je ferme et je passe à l'autre source. OK. Je veux connaître la physiopathologie du paludisme chez les enfants. Je prends le livre de pédiatrie là, c'est quoi là? Non, pas toi aussi. Le Nelson de pédiatrie.
Je vois qu'il y a un chapitre paludisme dedans. Bon, est-ce que je vais ouvrir le Nelson et commencer à lire la première page? Je vais au chapitre paludisme. Et dans le chapitre paludisme, il va pour moi commencer par une introduction et tout ça. Je vais traverser tout ça. Je vais à la partie physiopathologie. Tel que s'il n'y a pas la partie physiopathologie dans le paludisme, je mets le Nelson de côté, je cherche ailleurs. N'est-ce pas? Donc, même quand j'ouvre une page Internet, en général, il faut d'abord parcourir toute la page globalement pour voir les différentes sections et voir ce que je cherche peut être dans quelle section à peu près. S'il n'y a rien qui ressemble à ce que je cherche, ferme, tu passes à autre chose. Mais souvent, les gens vont rester là, commencer à lire, en se disant que peut-être en lisant, je peux trouver un truc qui va m'aider après. N'est-ce pas? Non, quand tu vas chercher le truc là après, si ça a l'information, tu vas encore retomber sur le même document. Donc, ce n'est pas la peine de commencer à lire. Tu lis, tu cherches quoi? Je vais à la section qui m'intéresse, j'ai l'information, je la prends. Je n'ai pas l'information, je passe à autre chose. Et c'est comme ça qu'en 10-15 minutes, je peux vous dire ce que tu cherches là, il n'y a pas ça sur Internet. Alors que quelqu'un d'autre prendra 2-3 jours parce qu'il passe son temps à lire des choses qui ne sont pas forcément ce qu'il est en train de chercher. Et enfin, il y a ces deux sites, Inari et Seahope. Vous avez entendu parler de ça? Hein? Pas encore. Et tu fais la thèse? Inari et Seahope, c'est deux sites qui permettent d'avoir accès gratuitement aux articles payants. Normalement, les articles, ça se paye. Hein? Vous savez ça, non? Et ça coûte cher. Un article, c'est en moyenne combien? Combien? 25 000. Voilà, c'est autour de 50-60 $ par an. 50 $, c'est autour de 25-30 000, non? Et ça, c'est pour les journaux classiques. Parce qu'après, les autres, tu es dans les 100 $, 200 $, ainsi de suite. Pour avoir 10 pages, que c'est un PDF comme ça. C'est vrai que souvent, parce que pour avoir cette information, les amis, ça coûte cher de faire la recherche. Même la thèse coûte cher, non? Rien que le taxi pour venir faire le cours. C'est déjà beaucoup d'argent qu'on dépense comme ça. Donc, les articles coûtent cher. Maintenant, comme on n'est pas tous pareils, on dit que les doigts de la main n'ont pas la même longueur, n'est-ce pas? Dans d'autres pays, en France par exemple, vous n'êtes pas admis en thèse si vous n'avez pas un financement. Pas financement que tes parents vont te donner l'argent. Hein. Il y a un bailleur de fonds qui vous donne l'accord que ok, je vais financer ta thèse. C'est à ce moment que vous avez le droit d'être inscrit. Donc, si tu n'as pas, bon, tu attends quand tu auras un financement parce que pour eux, ça ne sert à rien. Quelqu'un dit qu'il va faire la recherche avec ses propres moyens. Bon, c'est ici chez nous qu'on dit que même sans les moyens, on va toujours faire, n'est-ce pas? Donc, ça fait que eux, dans le budget, ils prévoient un budget pour les articles. Et quand on parle de financement, ce n'est pas 200 000 ou 500 000, non. On va te parler d'un budget, par exemple, de 120 000 $. Ça, c'est un petit projet. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Dans les 70 millions de francs, hein, il peut se permettre de payer les articles même à 50 000, non. Ça, c'est un petit projet. Oui. Sérieux. Donc, l'OMS s'est rendu compte qu'il y a certains qui ont la possibilité de payer, et maintenant il y a le reste, les nous comme ça là. Quand on se vend les 50 000 qu'on demande à la fac, c'est pas facile de gérer. Et donc, Inari, c'est un site de l'OMS pour les pays à revenus faibles et intermédiaires, pour leur donner accès gratuitement aux articles qui sont payants. Si vous tapez même sur Google Inari, vous aurez le site. Sauf que chaque pays ou chaque université a un code d'accès. L'université Yaoundé 1, par exemple, a un code d'accès que vous devez normalement avoir de la bibliothèque. Il y a la bibliothèque à la fac, non? Est-ce qu'ils savent comment? Tu vas donc les informer par la même occasion et puis ils sauront. Bon, et puis peut-être, à la fin, on discutera, je pourrais vous donner le mot de passe si je le retrouve quelque part là, username et mot de passe pour pouvoir avoir accès, n'est-ce pas? Seahope, c'est un site très contesté.
par exemple, qui n'est pas accessible aux États-Unis ou en Europe. C'est un résident en neurochirurgie russe qui a développé ce site. Parce que c'est sa façon à lui de rendre justice, n'est-ce pas? Donc, ça fait que c'est un site qui est constamment bloqué. Et ceux qui ont monté le site sont aussi constamment en train de débloquer. Un peu comme à l'avenue Kennedy, n'est-ce pas? C'est pour ça que ça n'a pas une adresse fixe. Souvent, ça va être .sc, .re, .na. Constamment, c'est en train de varier comme ceci. Et ça permet aussi d'avoir accès gratuitement à des articles qui, en principe, devraient être payants. Parce qu'une fois qu'on a fait la recherche, souvent tu trouves un abstract qui semble avoir ce que tu veux. Maintenant, il faut pouvoir lire l'article complet pour extraire l'information. Et ça va être un bon raccourci pour y arriver. N'est-ce pas? Et trouver les informations et faire la synthèse et rédiger le travail de son document qui convient. Voilà, normalement, à l'étape 6, c'est la pratique qu'on fait. Ça, c'est normalement. Mais cette pratique, je l'ai fait l'année passée et c'est enregistré sur YouTube, sur la page que vous voyez là. Ou alors, si vous tapez démonstration, recherche documentaire, Google Scholar, PubMed, C-Hub, Inari, etc. C'est une vidéo d'à peu près, je crois, 50 minutes où je prends des exemples concrets. Si on a telle chose, voilà ce que ça donne et puis on peut voir ce que ça affiche. Voilà, il faut cliquer. Quand je suis sur la page, je vais directement dans telle section pour lire parce que si je commence à tel endroit, je n'aurai pas l'information, ainsi de suite, ainsi de suite.